le duo Bembella Boumediene, ou Boumediene Bembella par ordre de préséance, parce que c'est en fait Boumediene qui est le maître des jeux. Oui, effectivement, parce que Boumediene était là. Oui. Mais par contre, quelqu'un comme Bembella, Oui. il n'a même pas assisté aux festivités du 5 juillet. Il était au Caire, il est venu bien après. Ben, on a ça. Effectivement. Donc, le problème, il était là. Donc, Boumediene avait une idée très précise. Je pense qu'à partir du moment où il a eu plus ou moins, où il a compris plus ou moins qu'il n'aurait pas, avec son projet qui est de restructurer l'armée, de mettre sur pied un État, de mettre sur pied un ensemble d'institutions, sans toucher aux institutions héritées de la colonisation, ça c'est important. Et dès qu'il a eu pratiquement des garanties dans ce sens, il s'est essentiellement occupé de consolider tout ce qui est polarité d'encadrement. Et pour les consolider, il accepte le principe de la coopération avec les Français, y compris sur le plan militaire. Il y a des officiers supérieurs militaires qui sont algériens d'origine, qui rentrent en Algérie. Après 62, oui. Après 62. Et qui ont été à la tête même d'institutions. Le cas de Churchill, par exemple. À sa tête, il y avait un Algérien qui était dans l'armée française. Absolument. Et il est rentré avec le même gars. Il n'était pas le seul. Et il n'était pas le seul. Donc la question de l'armée, ce qu'on appelle, pour moi je l'appelle les officiers de l'armée française, pour d'autres ils les appellent généreusement les DAF, les déserteurs de l'armée française, mais moi je les appelle les officiers de l'armée française. Le cas de ces officiers n'était pas seulement celui de ceux qui ont rejoint la révolution la veille de l'indépendance ou quelques années avant, mais également un autre phénomène, c'est celui des militaires qui étaient à l'intérieur de l'armée française en exercice et qui ont rejoint l'Algérie après l'indépendance. Alors justement, oui. C'est ce point-là qu'il faudrait éclaircir et clarifier. Je pense d'abord que pour rendre les choses à leur juste valeur, même si le concept de parti de la France a été très galvaudé, très utilisé, et très utilisé surtout dans les années 70, et à partir des années 70. Mais le parti de la France à l'époque, dans les années 70, il était plus... Oui. Je pense que dans le processus de désélitisation qui a été enclenché dans les années 60, ça va de 62, pratiquement de août 62, jusqu'à 72, cette période. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait un projet de mettre en place un État, de consolider des institutions déjà existantes. L'Algérie n'a pas créé d'autres institutions. Effectivement. Elle n'a fait que réduire certaines autres. Par exemple, la représentation politique a été réduite à sa portion congrue, puisqu'il a été institué le système du parti unique. C'est peut-être une des choses essentielles qui interviennent dans les reformulations, les restructurations institutionnelles. Par contre, toutes les autres institutions sont restées. Dans ces institutions, il y avait un encadrement qui a été emprunté, je vais prendre l'expression emprunté, aux autorités françaises, parce que ces officiers qui sont venus, qui ont encadré, y compris l'académie militaire interne, sont repartis après. Ils ne sont pas restés en Algérie. Non, beaucoup sont restés jusqu'à leur retraite ici. Bien sûr, beaucoup sont restés jusqu'à leur retraite dans les années 70. Les 70. Et jusqu'à leur retraite, ils sont restés ici. Et d'ailleurs, dans le congrès, le fameux congrès du FLN à la salle d'Afrique, voilà, vas-y, je te laisse. J'allais en parler. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas lieu d'établir un amalgame entre les gens qui ont déserté l'armée française, qui ont rejoint l'ANP, n'ont pas rejoint l'ANP, ils ne sont pas rentrés. Y compris Ranouza. Il le dit, il ne le cache pas. Ce sont des gens qui ont été affectés aux bases de l'Est et de l'Ouest. Ils sont essentiellement dans des zones de frontières. Mais même, même cette notion de désertion, elle est remise en cause en réalité. Est-ce que d'emblée comme ça, on doit reconnaître officiellement que c'était des déserteurs? Mais beaucoup de témoignages sont là pour nous dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont été lâchés
Spécialement pour infiltrer les instances de la... Bon, la notion de désertion, elle est... Je ne sais pas. Hein? La notion de désertion... Est-ce qu'elle n'est pas à relire autrement? Le concept est un concept du langage militaire. Déserter, ça veut dire quitter un corps. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est quelque chose qui existe jusqu'à aujourd'hui encore. Est-ce qu'il y a eu une réflexion préétablie de la part des services spéciaux français pour libérer, entre guillemets, un certain nombre de gens et les envoyer? Je crois que ça relève de choses qui ne sont pas encore dans le domaine public et dans la connaissance du domaine public. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement spéculer ou interroger ceux qui sont vivants. Et puis essayer de comprendre à travers ce qui s'est passé après aussi. Oui, instamment. On sait par exemple qu'il y a un certain nombre de gens, y compris qui sont dans le civil maintenant. L'écrivain Abdelrahman Zekat est un ancien officier de l'armée française, saint-syrien, qui a déserté, qui a rejoint l'AILM. Il est sorti, il n'a pas fait de carrière militaire, il est écrivain aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il vit, peu importe, c'est son problème. Nozar, dans les années 57-58, il était dans l'armée des frontières. Le problème qui s'est posé de ce que tu disais tout à l'heure porte sur 2 ou 3 individus qui auraient quitté l'armée française à la fin des années 60, l'année 61. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 3. Du moment où ils sont 3, de qui il s'agit? C'est connu. Alors? C'est connu. Non, du moment où c'est connu. Je pense qu'il y a l'armée Belkher. Oui. Je pense qu'il y a Touati, puisqu'il a eu une controverse avec Abdelrahman Abdeslam, oui. c'est bon de t'expliquer. Et je pense qu'il y a eu Tounsi. Ali Tounsi. Ali Tounsi, sur lequel beaucoup de choses. Moi, je ne juge pas les gens. Non, on est en train d'analyser l'histoire. Maintenant, juger les personnes, c'est pas notre rôle. C'est des informations. Ali Tounsi, à tort ou à raison, je ne sais pas pourquoi, les Français ont plus ou moins, il y a quelques années de ça, donné un certain nombre d'informations à des gens, que je ne citerai pas, qui ont fait courir le bruit qu'Ali Tounsi était dans les commandos de chasse, dans les titris, et qu'il était sous le commandement du capitaine Masson, qui aurait sorti un livre, et dans ce livre il y a des photos. Et sur ces photos, on voit ce fameux Ali Tounsi. Qui, combien d'années après, a été assassiné dans son bureau. Voilà, pour continuer dans le débat sur l'assassinat politique en Algérie. Exactement. Donc, à part ces trois, on ne connaît pas beaucoup de gens qui auraient déserté des écoles militaires françaises, parce que ce sont des déserteurs d'écoles militaires. Ce n'étaient pas des gens encore dans l'active. Le problème qui va se poser par la suite, et qui est toujours dans la turbulence des années 62, c'est la démobilisation de la force locale. Et ça, c'est un problème sur lequel il va falloir que les historiens professionnels se penchent. Dans quelles conditions, quels ont été les résultats, et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que la force locale? Les gens peut-être ne le savent pas. Peuvent se demander ce que c'est. La force locale, c'était les Algériens, je crois qu'il y avait aussi des Marocains à l'époque. Non, il n'y avait pas de Marocains. En 62, le Maroc était indépendant, à moins que ce soit des engagés volontaires. Donc c'était des gens qui étaient appelés, en tant qu'Algériens, étaient appelés au service militaire français. Et qui ont été versés dans les unités. Non pas dans des unités combattantes, parce que les Français se méfiaient d'eux, mais ils les avaient versés dans des services comme les SAS, etc. Et en 1962, cette force locale a été mise sous le contrôle de l'exécutif provisoire qui siégeait à Boumerdas, au Rocher Noir. Et la fonction de la force locale, c'était d'interposition entre l'armée française en attendant qu'elle s'en aille et l'ALN. D'accord. Il n'a jamais été question de l'ANP. Ce vide juridique par rapport à l'ANP est probablement à l'origine de la crise.
Parce que l'ANP dit, nous ne sommes pas concernés par cet accord. Donc ils entrent dans le pays, ils bousculent tout le monde, au moment où il y a eu un clash entre l'ALN et l'ANP, et je te donne en mille sur quoi ça a porté. Sur la démobilisation de la force locale. Parce que quand on démobilise la force locale, on récupère de l'armement. Et on récupère des bases. Et l'ANP n'a pas voulu que, je l'appelle l'ANP, peut-être qu'à l'époque elle ne s'appelait pas encore l'ANP, mais pour moi c'est l'ANP. Les gens qui viennent des frontières sont de l'ANP. Donc, ces éléments-là ne voulaient absolument pas laisser les wilayas s'interposer et démobiliser la force locale. Parce que c'était une source d'armement. Et par conséquent, de base, et ça renforçait le wilaya. Donc il y a eu ce problème autour de ça. Et c'est pourquoi, quand Abbas a dit non à la congolisation, il prenait en ligne de compte cette affaire. Et les Français étaient intéressés par le fait que ce soit l'ANP qui récupère l'armement et les types, plutôt que les wilayas. Bien sûr, les wilayas étaient incontrôlables. C'est-à-dire que les colonels de l'intérieur. Les colonels de l'intérieur. Et ça, j'aimerais bien, par exemple, que une thèse Youssef Khateb d'abord peut témoigner sur ce problème. Il est extrêmement important. Quel a été le problème de la force locale dans la wilaya 4 et la wilaya 3? Et je ne serais pas étonné de savoir quelles ont été à l'origine des crises qui, par la suite, vont conduire à des insurrections. Parce que, quand vous démobilisez dans un pays comme la Kabylie et comme la Wilaya 4, qui est un pays montagneux, quand vous démobilisez... Tu veux dire une région au moins, pas un pays? Une région. J'ai dit pays au sens de paysans. Sinon, ça risque de faire plaisir à Farhat Meni. Si tu dis pays. Je n'ai pas dit un pays. Ça veut dire une région. D'accord. D'accord. Donc, le problème, c'est que quand il s'agit de démobiliser dans les hauts plateaux, c'est pas grave. Quand il faut démobiliser la force locale dans les zones montagneuses, c'est une autre affaire. Et c'est à ce moment-là que vont se constituer les principales caches d'armes. Les caches d'armes se constituent à l'occasion de cette démobilisation de la force locale. Démobilisation de la force. Je crois que quelqu'un en a parlé, c'est Mahfoud Bennou. Parce que je crois même qu'il, lui, a participé à la démobilisation de la force locale. Il était dans le Constantinois. Dans le Constantinois, ça. Je ne sais pas s'il a laissé trace des écrits. Je pense que c'est un homme très pointueux et il serait intéressant de voir s'il y a quelques archives chez lui. Donc, le conflit était là. Il était là. L'État qui était en train d'être mis en place par Boumediene Ben Bella savait qu'il y avait des potentialités de résistance, y compris militaire, par un certain nombre de wilayas qui n'acceptaient pas le fait accompli. Et le fait accompli, on avait donné un certain nombre de signes de ce fait accompli venant de la part de Boumediene et de l'état-major général des armées, par le fait, un témoignage que je tiens cette fois-ci de Youssef Khateb, parce que j'ai fait le même travail avec Youssef Khateb qu'avec Al-Messal. Je parle sous son contrôle, j'espère que je ne déforme pas sa pensée. La revue existe de toute façon. Il dit que, au moment, pratiquement à la veille de l'indépendance, quelques mois à peine, et c'est ce qui a attiré son attention sur le complot, il appelle ça un complot. Il dit, nous avons vu débarquer quelqu'un qui se réclamait comme colonel et voulait prendre la direction de la wilaya 4. Il s'agit de qui? Il s'appelle Ben Cherif. Ahmed Ben Cherif. Ahmed Ben Cherif, en personne. Et il a dit, quand il est venu, il nous a pris de haut, il voulait prendre le commandement, nous n'avons trouvé aucune autre solution que de le mettre au trou. Ils l'ont emprisonné. Et il est venu d'où, ce Ahmed Ben Cherif? À l'époque, je parle de... Ah, bonne question. Il aurait quitté la Tunisie. Est-ce qu'il a traversé, comme le font en général les combattants? Il semble dire
Si Youssef Khateb semble dire qu'il serait venu par le port d'Alger. Ah, Ce qui est assez étonnant. c'est-à-dire qu'il est venu de l'autre côté de la Méditerranée. Ah ouais. Mhm. Il est encore vivant. Je pense qu'il serait intéressant de le faire parler sur cet épisode. D'autant plus qu'il y a un problème grave qui se pose à la veille de l'indépendance entre la Wilaya 4 et la zone autonome d'Alger. Très juste. La zone... C'est la zone autonome d'Alger, dirigée par Youssef Saadi, qui aurait facilité l'arrivée de Ben Cherif. Et qui par la suite aussi a pris en otage Alger essentiellement à la Casbah, en attendant l'arrivée de l'armée des frontières de Boumediene et Ben Bella, parce Voilà. que Youssef Saadi, la zone autonome d'Alger, était plutôt putschiste. Était putschiste. Mhm. Le deuxième problème qui est lié également à celui de Ben Cherif, c'est le problème plus ténébreux, de commandant Azdin. Là, c'est un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le commandant Azdin? Pourquoi Youssef Khateb ne voulait absolument pas rencontrer ni discuter avec Azdin? Et Azdin aurait, paraît-il, accompagné Ben Cherif. Aurait. Mhm. Je donne ces informations sous toute réserve. Au conditionnel. Au conditionnel. Je pense qu'il faut revenir, si ma mémoire ne m'a pas trahi, il faut revenir au texte Publié. dans la revue. Repère. Et heureusement pour nous, si Youssef Khateb est encore vivant et il peut témoigner. Et il y a une autre solution aussi. Je pense qu'il faut faire parler également le commandant Azdin. Commandant Azdin, Ben Cherif. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm.